Les négociations se poursuivent entre l'Iran et les États-Unis. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, est attendu jusqu'à jeudi aux Émirats arabes unis, au Koweït, à Bahreïn, qui sont les alliés des États-Unis. Le président iranien, lui, doit effectuer une visite au Pakistan. Et l'équipe de négociateurs iraniens s'est rendue à Oman aussi pour parler notamment de la gestion du stratégique détroit d'Ormuz, dont on va parler également, parce qu'il reste des divergences qui sont évidentes sur plusieurs sujets. Ormuz, bien sûr, mais également sur le programme nucléaire iranien. Écoutez le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien qui a affirmé ce matin que l'Iran ne prévoyait pas de laisser l'AIEA inspecter les sites bombardés. Nous n'avons eu aucune rencontre avec le directeur général de l'AIEA et nous n'avons pas non plus de programme prévoyant une inspection par l'agence des installations nucléaires iraniennes endommagées à la suite de l'agression militaire des États-Unis et du régime sioniste. En réalité, il n'existe aucune procédure établie dans ce domaine. Sébastien Ligné, ça commence bien. C'est-à-dire que quand vous avez des divergences sur les 2 points centraux d'un accord de paix, c'est quand même forcément compliqué. Parce que on comprend bien, et d'ailleurs on en avait parlé la semaine dernière à ce micro avec Zenia, c'est que cet accord, il était loin d'être parfait, et surtout c'était loin d'être un accord de paix. C'était plus une trêve pour tenter de résoudre le conflit et surtout faire gagner un peu de temps, notamment à Donald Trump, qui devait absolument trouver une porte de sortie. Le problème, c'est qu'on voit que cette porte de sortie, elle est en train de se refermer. Pourquoi ? Parce que les positions sont tellement divergentes. On comprend bien que l'Iran n'a aucune intention de rendre le détroit d'Ormuz, qu'il soit neutre ou sous gestion avec cogestion ou encore moins gestion américaine. Ça, c'est un énorme sujet parce que, de fait, la politique de Donald Trump et cette intervention a radicalisé la position du régime iranien sur le détroit d'Ormuz. Donc on se demande comment va être géré le détroit d'Ormuz après un éventuel accord de paix. On comprend fondamentalement que ce ne sera plus jamais comme avant. C'est quand même un énorme sujet. Et puis sur le nucléaire, qui était quand même censé être le point fondamental, la raison première derrière l'intervention américaine en Iran, on comprend bien que le régime iranien nous fait du poker menteur comme ils le font sur cette question-là depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire qu'ils font des promesses, ils signent des accords, souvenez-vous des accords sous l'administration Obama en 2013 et 2015, que Donald Trump qualifiait de pires accords jamais signés par les États-Unis. Il était déjà question de promesses d'arrêter l'enrichissement d'uranium, que l'AIEA puisse contrôler les infrastructures. On a vu le résultat. Ça n'a pas empêché le régime iranien de continuer sa politique nucléaire. Mais il y avait eu des inspections quand même. Oui, mais c'est ça qui est terrible. C'est que malgré les inspections, le régime iranien a continué sa politique. Et on voit bien qu'ils ne sont pas aujourd'hui dans une position de fléchissement ou de revenir sur cette politique-là. Donc on a du mal à comprendre où sont les points communs, les points d'accord qui pourraient se dessiner. Ils sont tellement en divergence. Et on ne parle même pas encore de la question israélienne et de la politique israélienne là-dedans, qui rajoute un caillou supplémentaire. Ne vous inquiétez pas, Sébastien, c'est prévu aussi dans nos discussions, bien sûr, mais juste un instant, parce que finalement, on a du mal à savoir qui dit vrai, puisque Donald Trump vient de dire que, non, l'Iran a accepté les inspecteurs de l'AIEA sur les sites. Je regardais aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères iranien qui parlait sur ces sujets. Et en fait, c'est pas si évident qu'ils refusent. En fait, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils disent on a cette mémorandum. Pour parler des questions nucléaires, il faut déjà que toutes les conditions des mémorandums sont respectées. Il y a certains qui sont déjà respectés, il y a certains qui ne sont pas encore respectés. Et donc, il a confirmé que cette meeting entre J.D. Vance et les Iraniens, ils ne sont pas vraiment touchés les questions nucléaires, ils ne sont pas touchés les questions de sanctions. Même si on voit aujourd'hui qu'il y a certaines sanctions qui sont déjà levées sur les exportations de pétrole iranien, il y a quand même les sanctions qui restent. Donc je pense que le message, c'est on peut parler d'agences nucléaires pour surveillance, mais avant, il faut avoir tous ces points qui sont prévus par les mémorandums. Et je pense qu'un point central reste toujours Liban et Israël, comme Sébastien Ligné a dit. Donc je pense que c'est une façon de aussi négocier, de façon de
des Iraniens de dire oui, on peut y arriver à discuter ça, mais aujourd'hui, on n'est pas encore là. Je pense qu'ils seront obligés d'accepter la surveillance par l'Agence internationale nucléaire ou l'ONU ou les deux, ou même peut-être une partie tiers, parce que ça fait partie de ces accords. Et je ne pense pas qu'ils sont contre. Comme Sébastien Lénier a dit, ils sont déjà acceptés à l'époque, cette situation. Mais il y a cette mémorandum, cette trêve est très fragile, exactement parce qu'il y a eu des moments dans les négociations avant où, après certaines conditions étaient respectées, les États-Unis sont quand même frappés Iran. Et donc je pense qu'ils ont toujours les mêmes réflexes aujourd'hui. On ne peut pas faire confiance aux Américains. Donc il faut être très dur, il faut monter les enchères, comme on dit. Exactement. L'Iran qui estime qu'Israël, pour reprendre ce que vous disiez, se montrait farouchement opposé, je cite, à ce processus de négociation qu'il voit comme une menace à sa propre existence et cherche à le saboter. Effectivement, la question d'Israël et du Liban est centrale dans ce conflit également, Sébastien Lénier. Bien sûr, mais encore une fois, quand on se place du point de vue israélien, les Israéliens, eux, disent on ne peut pas vivre à côté du régime des Mollahs, qui est un régime islamiste, qui cherche à nous détruire depuis des décennies et qui se sert de son proxy au sud Liban, qui s'appelle le Hezbollah, pour tenter de nous envahir et de nous détruire. Donc, dans la position israélienne, on peut comprendre leur refus d'un accord qui, de fait, si on reprend les grandes lignes du premier accord qui a été signé, non signé, on ne sait pas, il y a quelques jours, c'était un accord qui légitimait davantage le régime des Mollahs et qui garantissait presque le fait que le régime des Mollahs allait survivre dans le temps. Ça, je peux comprendre que d'un point de vue israélien, ce soit un no-go, que ce soit une ligne rouge extrêmement importante. Maintenant, d'un point de vue américain, c'est là où on en parle souvent aussi, le fait qu'on peut être allié et avoir des intérêts totalement divergents. D'un point de vue américain, il faut absolument sortir de ce conflit. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une fracture nette entre la politique israélienne, les objectifs israéliens et les objectifs américains. Mais d'ailleurs, c'est presque comme cela depuis le début de l'intervention. La presse américaine l'avait très bien expliqué. N'oublions pas que c'est la politique israélienne, et notamment Benjamin Netanyahou, qui a, selon la presse américaine, personnellement convaincu Donald Trump d'intervenir en Iran il y a un peu plus de 2 mois, alors même qu'autour de Donald Trump, ses principaux conseillers, que ce soit Marco Rubio ou J.D. Vance, étaient contre cette intervention. Donc on voit bien que dès le départ, il y avait une fracture et que les objectifs de guerre n'étaient pas les mêmes. Et donc quand vous partez dans un conflit avec des objectifs différents, c'est pas étonnant qu'au moment de conclure cette guerre, les objectifs soient aussi différents. Allez, on écoute Mohamed Ghalibaf, qui est le négociateur en chef iranien, qui s'est félicité hier des résultats positifs obtenus. À mon sens, ce voyage a donné lieu à des résultats positifs, notamment en ce qui concerne les discussions sur le détroit, celles sur le Liban, la question de la dérogation pétrolière et celle du déblocage des fonds gelés, qui constitue l'une des mesures que nous mettons actuellement en œuvre. Bien sûr, nous estimons que nous n'en sommes encore qu'au début de ce travail et que nous devons poursuivre nos efforts. Alors les efforts qui se poursuivent, mais il y a quand même toujours ce détroit d'Ormuz qui est au milieu, au centre en tout cas de l'attention du monde entier, parce qu'on le sait qu'il est hautement stratégique. Et ce même négociateur en chef de l'Iran que vous venez d'entendre a affirmé que les conditions dans le détroit d'Ormuz ne retourneraient pas à celles d'avant-guerre et que la voie serait, je cite, administrée par son pays. Mais ça veut dire quoi, administrer ? Je pense que c'est clair que le paradoxe, c'est que les États-Unis et Israël voulaient affaiblir l'Iran, mais l'Iran a retourné aujourd'hui dans l'étape de négociation avec une levée hyper importante, c'est le détroit d'Ormuz. Et le message que les Iraniens envoient, c'est qu'ils ne vont pas laisser facilement ces cartes passer en main des Américains. Parce qu'on a entendu Donald Trump qui dit qu'ils vont gérer le détroit d'Ormuz. Il a des idées comment on peut gérer, mais l'Iran ne vont pas laisser faire ça, parce que sans cette levier majeur, dans le futur, l'Iran ne peut plus jouer un rôle si forte. Parce qu'on peut parler de défaite militaire, par exemple, d'Iran, mais la défaite stratégique, pas du tout. Et donc, les Iraniens sont en train de proclamer une victoire, comme les Américains, ce qu'on a dit, ils vont faire ça. Mais je mal crois que les Iraniens vont laisser les détroit d'Ormuz gérés par les Américains ou n'est pas utilisé géré par les Américains, qu'ils soient comme avant, avec une libre circulation. Je ne suis pas sûre que ça sera si facile à accepter pour les Iraniens, parce que c'était comme avant. Avant, c'était ouvert, mais les Américains et les Israéliens ont pris une décision de frapper l'Iran. Donc je pense que la réponse d'Iran sera maintenant, c'est votre leçon, en fait, maintenant c'est
plus comme avant. Vous ne pouvez pas juste venir frapper notre pays et après considérer comme rien n'est passé. Je pense que c'est ça. Sébastien Ligné. Oui, je suis totalement d'accord. D'une certaine manière, on a presque l'impression, alors j'imagine que le régime iranien a toujours su que le détroit d'Ormuz était une force extraordinaire, mais d'une certaine manière, on a l'impression que ce conflit a fait comprendre au régime iranien la puissance de ce détroit d'Ormuz et de son blocage, et du fait, comme on en a beaucoup parlé dans la presse depuis quelques mois, du fait que c'était presque, ils avaient découvert une deuxième arme atomique avec ce détroit d'Ormuz qui était presque aussi puissante en termes de dissuasion que l'arme nucléaire classique. Et je pense que c'est vrai, d'une certaine manière, maintenant qu'ils ont découvert cette carte joker extraordinaire, je ne vois pas comment ils vont accepter de la lâcher. Surtout qu'il y a une question presque d'orgueil et de bras de fer à respecter. Si l'Iran lâche les détroits d'Ormuz, ils passeront forcément pour le camp de la défaite. Et ce serait donner une arme extraordinaire à Donald Trump pour vendre notamment à son peuple, parce que là on parle de communication. Si Donald Trump revient aux États-Unis sans rien, ça va être très compliqué. Il faut qu'en termes de communication trumpienne, il y ait une victoire. Il y ait quelque chose dans le deal qui lui permette de revendiquer une victoire. Et la même chose pour le régime iranien. Auprès de son propre peuple, ils ont besoin de victoire. Et s'ils laissent tout, ça sera une défaite. Ça ne va pas aider les régimes de tenir. Donc oui, je pense que c'est tout à fait le cas.